Alors, je reçois une question suite à mes vidéos sur l'or, le patrimoine, la valeur. Est-ce qu'il est possible de gagner de la valeur en étant en patrimoine, donc une vision de 7 à 15 ans, hein. Il y a pas mal de personnes qui m'écrivent ouais, j'ai gagné 5% en 6 mois. 5% en 6 mois, c'est pas du patrimoine, ça s'appelle du trading, ça s'appelle de la spéculation, mais du patrimoine. Quand vous achetez un bien immobilier, vous ne le revendez pas au bout de 6 mois, à part ceux qui font d'ailleurs de la spéculation via avant les options d'achat et les options de vente. Mais pour les gens qui font vraiment du patrimoine sans effet de levier, quand on prend une position, on la prend pour 5, 10 ans, 15 ans, comme un bien immobilier. Donc, c'est pas parce que les marchés cotent tous les jours et qu'il y a donc un résultat qui est modifié tous les jours, contrairement à l'immobilier, qu'on ne peut pas faire de l'investissement voilà, avec une vision long terme. Donc, une vision 7 à 15 ans, est-ce qu'il est possible de gagner en patrimoine de la valeur en utilisant le support or, donc l'investissement dans l'or, physique ou papier, peu importe, quoique l'or physique coûte cher en impôts, en frais de transaction et en formalités, mais passons. Quand on est épargnant européen et qu'on vit par exemple en France, donc épargnant européen, c'est-à-dire qu'on a son épargne libellée en euros et qu'on est basé sur le sol français avec des dépenses de billets en France, donc est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est intéressant d'utiliser l'or dans le cadre d'une approche patrimoniale comme tout le monde fait, comme tout le monde recommande pour la sécurité de l'or je m'achète une assurance, donc est-ce que ça c'est vraiment efficace ou pas? Quelle est mon opinion? Voilà, c'est la question que je reçois par email. Alors pour répondre, il y a un moyen tout à fait basique et très efficace de répondre, c'est tout simplement de comparer l'euro contre le dollar en valeur relative avec l'or contre le dollar. Tout simplement parce que ça permet, si vous êtes libellé en France, libellé en euros et vivant sur le sol français, vous utilisez l'euro, donc c'est ce qui libelle toutes vos opérations. Donc il faut comparer cet outil de valorisation de votre vie contre l'outil de valorisation du dollar à travers l'or. Et donc on établit une courbe relative des évolutions, et je vais vous la montrer maintenant. La voici. Alors, je précise, je la fais démarrer en 2010 pour une raison bien précise. Et ensuite, je vous mettrai la courbe au maxi de l'historique sur ProRealTime qui démarre en 1980. Mais déjà, c'est juste pour frapper les esprits. Donc, 2010-2019, ça fait donc 9 années totales, tout simplement, que nous avons un range horizontal avec, voilà, comme ça, avec, comme vous pouvez voir, une évolution autour d'une transversale. Alors, la question qu'il faut se poser, bien sûr, quel est l'écart de cet échange, de cette zone horizontale? Donc là, on voit au plus haut, c'est 1,15 et au plus bas, on est à 0,8. Ce qui veut dire concrètement qu'on a un point haut, un point bas, il y a un écart de 40% de valeur relative. Donc avec la valeur médiane, depuis 9 ans concrètement, l'euro bouge exactement à la même vitesse que l'or par rapport au dollar, avec un écart de plus 20 et de moins 20 autour d'une moyenne. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire sur 9 ans. Je vais vous l'écrire. Donc depuis 9 ans, l'euro bouge à la même vitesse que l'or, dans un range de 40% avec une moyenne au milieu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que votre espoir de gain en tant qu'investisseur, il est de, quoi qu'il arrive, de 40% maximum, de plus 40%. Si vous achetez sur un extrême, autant dire qu'il ne faut pas rêver, les mecs qui achètent sur l'extrême, c'est du hasard, et la plupart n'achètent jamais sur les extrêmes, la plupart des gens achètent sur le niveau moyen, et l'écart moyen, vous avez vu, c'est que ça s'écarte de plus 20 ou de moins 20, c'est-à-dire que votre espoir de gain maximum de protection de l'or face à l'euro est de 20%. Voilà, donc en fait, ça vous permet de savoir à peu près à quoi vous exposez. Donc ça veut dire que vous pouvez gagner et perdre. Vous gagnez et perdre contre l'or en tant qu'Européen, libellé sur vos frais de vie en euros et vivant en France. Vous pouvez gagner ou perdre environ 20%. Pas plus, pas moins, sur 9 ans. 9 ans, on commence à vraiment discuter d'un investissement patrimonial. Je vous rappelle qu'on a un horizon en tant qu'investisseur patrimonial d'environ 40 ans. On a une durée de vie, à partir de après, on a 70 ans, on commence à cramer un peu ses frais, comment dire, son capital, soit on le donne aux petits-enfants, aux enfants, soit on le dépense. Mais grosso modo, on a 40 ans, on essaye de s'enrichir à peu près. Donc là, on a un quart de la période entière de notre vie avec un cap maximum de 20% de gains ou de pertes. Moi, mon opinion, on va appeler les choses par son nom. Je vous remets le graphique. Voilà, en fait, l'or bouge à la même vitesse que l'euro par rapport au dollar, à quelque chose près. Donc, ça n'a ni queue ni tête que de croire qu'on va pouvoir faire un quelconque gain ou perte ou machin ou truc ou une quelconque protection sur l'or quand on est européen.
Ça ne marche pas. Comme vous pouvez voir, 9 ans, c'est trop long. Je comprends bien que les marchés peuvent faire comme ça des petites lubies d'1 an ou 2 ans et qu'on peut investir et attendre. 9 ans, c'est pas on est en train d'attendre, c'est qu'on s'est trompé. L'or n'apporte absolument, en tant qu'investisseur patrimonial, l'or n'apporte rien, n'a pas un bénéfice. Et en plus, il n'est pas capable de créer un écart suffisant. Je vous rappelle que l'idée, c'est quand même que l'or... Parce que là, ce que je vous montre, c'est un écart relatif inflaté. Maintenant, il faut déflater l'euro. Il faut rappeler que depuis 9 ans, l'euro n'a pas rapporté grand-chose en termes de taux d'intérêt et que donc l'or a chuté. On va aller chercher l'euro, on va aller chercher l'inflation européenne. Voilà, donc je me trouve sur le site Trading Economics, le France Consumer Price Index. Donc on voyait qu'en 2010, on vaut 94, 95 et qu'on vaut 104, un peu plus de 104. Donc grosso modo, il y a 10%. Donc là, je vais vous réécrire l'équation de l'or par rapport à l'euro quand on épargne en français. Vous la mettiez bien dans le crâne. Beaucoup de gens m'agressent toujours sur l'or, que vraiment machin truc, j'ai rien compris. Je pense pas que vous ayez bien regardé la situation et les chiffres. Je suis en train de vous les montrer. C'est pas moi qui pense que l'or. J'ai conclu que l'or était merdique pour les Européens, et donc je vous le montre en image. Donc l'or subit une inflation de 10% depuis 9 ans. Pourquoi c'est merdique? Tout simplement parce que l'espoir de gain réel, cohérent, c'est-à-dire on arrête de dire que vous allez acheter sur le plus bas à horizon des 10 dernières années, vous allez vendre sur le plus haut des 10 dernières années. Ça existe que pour un investisseur sur 100 environ. Donc si vous achetez par exemple, je sais pas, à 1/3 du plus bas et vous vendez à 2/3 du plus haut, ça vous fait un écart de 20, sauf qu'il faut enlever 10% d'inflation, donc il vous reste 10% de gain dans le meilleur des cas au niveau patrimonial, en étant cohérent, en achetant sur des moyennes sans tarabiscoter le truc, et en revendant en fait, et derrière il faut payer les impôts dessus. Quel est l'investisseur qui va accepter de gagner juste 10% comme ça sur une décennie entière, net, sachant qu'il prend un risque de perdre également 10%, parce que comme vous avez pu voir, le range est équivalent, il est à l'horizontale en fait. Voilà, donc il est complètement à l'horizontale avec une moyenne autour. Donc effectivement, hein, on peut tout à fait espérer acheter ici, puis revendre là, par exemple. Et puis voilà, là on va acheter sur la moyenne, et puis là on ne revend pas, donc on se retrouve plus bas. Enfin, parce qu'en plus, j'ai juste pris les points extrêmes, hein, c'est-à-dire je suis en train de parler des chiffres extrêmes avec 2011, 2012, 2013, 2014. Mais depuis 2014, les écarts sont 2 fois moins, c'est-à-dire qu'on parle de 5% sur 5 ans d'espoir de gain réel, net, avec toutes les histoires d'inflation, d'impôts, de taux d'intérêt. Quel est l'investisseur cohérent qui va accepter de jouer à un jeu? C'est un jeu de dupes. Donc c'est pour ça que ça fait un certain nombre d'années maintenant que je critique l'or, ça ne sert à rien. Il y a vraiment moyen de faire 50 fois mieux. Comment? On me dit, oh, mais c'est une assurance. Mais non, ce n'est pas du tout une assurance. C'est juste de la stérilisation d'argent basée sur des mauvaises idées, une mauvaise analyse de la situation. Donc maintenant, on va regarder le projet de manière plus globale. Depuis 1980, ça va permettre de mettre en perspective la situation. Donc voilà, le même écart relatif avec l'or au plus haut en 1980. Je suis sympa, je fais un graphique pro-or. Je vais vous montrer les cours de l'or, tiens. Alors, je fais démarrer le graphique sur les plus hauts ici en 1980, lors du pic. Je préfère démarrer en 1985 sur le plus bas. Toi, est un enfoiré. Non, je prends la situation la plus favorable pour l'or. Comme ça, dans la réalité, en temps réel, on n'a jamais quasiment la situation la plus favorable. C'est toujours pire que le plus favorable. Je vous montre juste le truc le plus favorable possible. Donc, encore une fois, vous faites démarrer ne serait-ce que en 1981, allez hop, et voilà, ici, en 1981, et tout change. Je pense d'ailleurs qu'en toute honnêteté, pour la démonstration, ce serait mieux de faire démarrer en 1981, mais on va faire plaisir à tous les adorateurs de l'or. Donc on se retrouve avec un ratio d'or contre l'euro-dollar. Alors avant l'an 2000, en fait, c'était couplé aux marques. Généralement, les bases de données font le marque contre dollar et puis après l'euro contre dollar, et ils ont collé les bases en 1999. Donc qu'est-ce qu'on voit entre 1980 et 2007? Allez, qu'est-ce qu'on voit? On voit grosso modo apparaît un range horizontal, c'est-à-dire que les devises européennes bougent à la même vitesse que les devises, que l'or face au dollar. Donc on retrouve sauf que le range est beaucoup plus large qu'il l'est depuis une décennie, puisqu'on a un écart quasiment de 100%, on a un écart 2 fois supérieur à ce qu'on a en ce moment, entre le plus haut et le plus bas.
mais même 2 fois supérieur, comme vous avez pu le voir, c'est pas renversant. Loin de là, parce qu'au lieu d'avoir 20% d'espoir moyen de gain, et là on parle de 20 ans hein, de patrimoine, donc là, de 30 ans, excusez-moi, on parle de 30 ans quasiment, de 27 ans, donc on parle du gros d'une génération entière d'épargnants. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de 40% d'espoir de gain moyen réel. C'est pas avec ça que vous allez... C'est la stérilisation, c'est pas avec ça qu'on fait quelque chose de son argent, c'est pas avec ça qu'on s'investit, c'est pas ça investir. En plus, parce qu'on peut le prendre dans la gueule à plusieurs reprises, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a des forts marchés baissiers et des forts marchés haussiers, donc rien n'indique que vous allez gagner à chaque fois sur ces tendances-là. Et donc, vous allez peut-être prendre 1-2 tendances dans le bon sens et vous allez en prendre 1 ou 2 dans la gueule. Au final, ça va donner kékette. Il va y avoir 0 à la fin, ou presque 0. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'histoire de l'or, par rapport aux devises européennes et par rapport au dollar, on a 27 ans au cours desquels on est dans le système Bretton Woods depuis 1970, donc on est dans un univers. Et puis, il y a vraiment un gros changement en 1999-2000 avec l'arrivée de l'euro, l'instauration de l'euro en l'an 2000. En 1999, mais je veux dire, le projet européen se construit sur un plan monétaire, sur un mensonge et sur une ineptie, une devise unique pour des pays qui peuvent plus se réajuster derrière. Donc, c'est même plus un peg, c'est vraiment tout est figé. Et donc, au début, tout le monde s'emballe pendant une décennie, puis après, on s'aperçoit que ça ne va pas du tout marcher, ça ne va pas le faire. Et en fait, depuis 2005-2006, c'est la cata. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un énorme marché baissier de la devise européenne face à l'or. Mais en l'occurrence, à l'époque, pour être honnête, le dollar a aussi baissé contre l'or. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que grosso modo, entre 2005 et puis 2011, c'est plutôt l'or qui a été... Et c'est là où moi, je suis pro-or, c'est-à-dire que sur certaines périodes de l'histoire, en fonction de certaines situations macroéconomiques, l'or devient un super outil patrimonial pour 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il va abattre tous les autres supports et c'est irremplaçable. On ne peut pas gérer son patrimoine sur une vie. On sait que sur une vie d'épargnant sur 40 ans, on va devoir parquer son fric dans l'or pendant 2, 3, 5 ans, 1 ou 2 fois sur 40 ans. Donc ça a été le cas entre 2005 et 2011, on le voit bien. Ça a été la seule porte unique de sortie quasiment pour maintenir son pouvoir d'achat et voire l'augmenter, donc gagner de la valeur réelle. Et puis, en fait, après, l'or se calme parce que les conditions changent et donc on retrouve une zone d'équilibre, comme je l'ai décrit tout à l'heure, beaucoup plus compressée de l'euro par rapport à l'or parce que tout simplement, le dollar reprend ses droits et que donc, vous voyez bien que sur 40 ans, là, on a 40 ans d'historique, vous voyez bien que le dollar est intéressant pendant 27 ans plus pendant 7 ans de plus. Donc le dollar est intéressant 30 ans et puis il y a moins d'une décennie où l'or est intéressant et donc l'euro ou le franc, enfin quand on est en France, que ce soit l'euro ou le franc, ça n'a aucun sens, sauf encore une fois conditions spécifiques, ça n'a absolument aucun sens d'utiliser l'or comme diversification de patrimoine, tout simplement parce que vous subissez les variations de la devise nationale, donc le franc ou l'euro face au dollar. Ça n'a aucun sens. Vous pouvez regarder le graphique, c'est pas moi qui dis que parce que j'aime ci ou j'aime pas. C'est le graphique qui vous dit sur 40 ans que ça n'a aucun sens. Il a des opportunités énormes au-delà de la parité euro contre or. Et donc, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, vous perdez votre valeur, vous perdez votre argent. Donc si vous ne comprenez pas ça, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Soit vous décidez de vous éduquer en disant « merde, je me suis peut-être trompé » et donc vous achetez des formations pour essayer de comprendre votre erreur. Soit vous continuez sur le truc « non, l'or, machin », mais vous n'allez pas me convaincre moi, parce que moi, c'est la réalité qui me convainc, c'est pas vous. J'en ai rien à foutre que vous ne pensiez pas comme moi. Moi, je sais que jamais, et en plus j'ai une problématique différente de la vôtre, généralement, c'est que je suis en zone dollar et je dépense mon argent en zone dollar. Et donc, ce qui m'amène à la conclusion de cette vidéo, en fait, la grande question de tout épargnant, de tout habitant de cette planète, c'est en fonction de sa zone de vie et de son épargne, qui est libellée dans une devise particulière par rapport au dollar et par rapport à l'or. Il y a une question qu'il faut se poser qui est fondamentale, c'est quels sont les choix patrimoniaux adéquats qui vont produire de la valeur, qui vont produire plus de valeur pour moi. Donc déjà, clairement, on ne peut pas comparer Charles au Panama en zone dollar, libellé en dollars et dépensant en dollars, avec Monsieur Dupuis qui est en France à Paris et qui est libellé en euros, avec un salaire en euros, une fiscalité en euros, une inflation en euros. Moi, je ne subis pas la même inflation que vous, ça n'a rien à voir. Mais c'est une question que vous devez vous poser. Mais la plupart des gens ne se la sont jamais posées. Et en plus, quand ils se la posent, ils y répondent de manière erronée parce qu'ils regardent le truc sur 2 ans, 3 ans. Donc là, on vient de regarder sur 10 et 40 ans. Et
les réponses, c'est-à-dire que le dollar en tant qu'épargnant, moi, Charles, en étant en zone dollar, l'or va constituer une alternative capitale pour moi, mais pour vous, en tant qu'Européen, l'or ne va pas constituer une alternative capitale. Non, il faut utiliser d'autres outils qui sont plus adéquats. Voilà, c'est tout ce que j'essaye de vous dire dans mes vidéos depuis un certain temps. Donc dans la formation de la crise du siècle, parce que je n'avais pas conscience que ce besoin n'était pas compris par les clients, et puis surtout comme il y a des clients, j'ai pas mal de clients expatriés qui sont répartis aux quatre coins du monde, donc je n'avais pas saisi que cette question n'était pas claire. Donc moi, ce mois-ci, au mois de juin, c'est l'un des 2 updates que je vais faire. Donc il y a la liste des updates dans ma formation, comme vous pouvez voir, je fais un follow-up sur 3 ans. Voilà, depuis septembre 2018. Donc sur juin 2019, le follow-up, le update, ça va être d'apporter les solutions aux épargnants qui sont soit européens, soit américains, libellés en dollars ou libellés en euros. Quels sont les supports patrimoniaux qu'ils doivent choisir pour gagner de la valeur? Encore une fois, parce que quand on est européen libellé en euros ou alors avant en francs, on ne peut pas gagner de la valeur techniquement, vous le voyez depuis 40 ans, on ne peut pas créer de la valeur, encore une fois je le répète, on ne peut pas créer de la valeur via le support or. Alors que par exemple on peut en créer via l'immobilier, grâce à effet levier, en emprunt bancaire par exemple, mais on ne peut pas créer de l'or en tant qu'Européen. On ne peut pas créer de la valeur en tant qu'Européen. Donc je vais faire ça au mois de juin et je vais faire un update sur, parce qu'il y a énormément de peur. Il faut que vous compreniez aussi un truc, c'est que quand on vit en dehors de l'Europe, donc on est complètement en dehors et qu'on ne regarde pas les news, voilà, on a autre chose à branler que regarder les trucs bidons du pouvoir en place. Donc du coup, le reste du monde, voilà, les gens sont un peu flippés avec le conflit Chine-USA, parce que c'est de mammouths mondiaux, donc on a un peu peur que ça dégénère, donc tout le monde est un peu crispé en ce moment depuis 1 ou 2 mois. Mais alors le problème européen, je ne connais pas un seul mec qui s'en cogne. Tout le monde s'en branle complet en fait de ce qui se passe en Europe. Il faut savoir, alors évidemment quand on est en France, on regarde le monde via l'œillère française ou l'œillère européenne, mais en fait quand on est en dehors de la zone européenne, rien à branler, l'Europe, ça existe, oui, c'est la 2e ou 3e zone économique du monde, voilà, mais c'est une zone en déclin et il y a trop de problèmes et on sait que ça va sauter, donc on apprend, voilà, à regarder plus la Chine, les États-Unis, en Europe à la marche. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'en fait, il y a une immense peur, une peur bleue du système. Donc effectivement, quand on est sur le sol français, on sait bien que si on ne peut pas bouger, qu'on va se faire couper les burnes, quoi. Et donc, la peur est extrêmement mauvaise conseillère. Ça vrille complètement notre accès à notre mental. Ça aveugle certaines parties, tout ça. Donc on ne voit plus bien les problèmes comme il faut. Et donc, je reçois des questions de mecs complètement flippés, mais vraiment, le mec, il est prêt à acheter un flingue, s'enterrer dans un bunker dans le sol et tout. Enfin, il y en a quand même pas mal qui ont peur, vraiment très très peur. Donc, le problème européen, c'est un problème monétaire et il va se solutionner. Donc, je vais faire des updates un update sur comment on solutionne un problème monétaire, comment ça a été fait dans le passé, parce qu'il n'y a rien de nouveau en fait, ça ne fait que se répéter de décennie en décennie. Et donc en fait, les 3 options possibles pour résoudre le problème européen, et donc à chaque fois les conséquences négatives et positives pour l'épargnant européen. Je pense qu'en fait, dans la mémoire, dans l'inconscient collectif des Européens, on a toujours l'histoire de l'Allemagne. Donc il y a... À 2 reprises en l'espace de 20 ans en Allemagne, les épargnants se sont fait littéralement ruiner par la monnaie. Je pense qu'en fait, cette terreur liée au problème européen monétaire, elle doit remonter dans notre DNA, en fait, dans notre ADN, voilà, dans l'histoire de l'Europe, où on voit les Allemands qui avaient, puis qui du jour au lendemain n'ont plus rien, parce que le gouvernement central, c'est la guerre, c'est machin, ces trucs, et le gouvernement central, littéralement, tue toute l'épargne en une mesure, en un week-end. Et donc... je pense que il y a eu trop de problèmes en Europe dans notre histoire, au cours des derniers siècles, pour qu'on envisage les choses calmement. Je pense qu'en fait, les épargnants sentent qu'il y a un crash immobilier, un crash immobilier, ça monte, ça descend, qu'il y a un crash boursier, ok, problème monétaire, ça, machin, des problèmes obligataires, des problèmes entrepreneuriaux, des problèmes de récession, ok, c'est grave, mais pas tant que ça. J'ai quand même dans le sentiment, en écoutant là, que le problème monétaire, c'est le seul qui est mesuré vraiment très très dangereux, qui est capable de faire un reset et de planter tout le monde.
Et donc, j'ai commencé à faire de grosses recherches au niveau de l'histoire pour montrer qu'il n'y a que 3 solutions possibles qui se répètent de génération en génération, utilisées par les gouvernements respectifs des différents pays. Et voilà comment on deal avec ça quand on peut être exposé, parce que quand on ne peut pas quitter la France ou l'Europe, par exemple, comment on fait pour dealer avec ces mesures. Il est clair qu'il faut le faire avant et non pas pendant, parce que ça pendant on ne peut pas, donc il est clair qu'il faut absolument prendre des mesures avant que le problème arrive, et le problème est en train d'arriver, ça tout le monde le sent, j'ai même plus besoin de le... Je me souviens quand j'ai lancé la formation en 2015 sur l'euro à Lesotho, c'était un petit peu tôt, je me suis fait quand même bien allumé dans les retours d'emailing, je m'étais fait éclater la tronche, je sais pas combien de fois, je me suis dit bon ok, on va laisser un peu passer assez d'années, l'histoire que ça se concrétise un petit peu, donc là ça commence vraiment à se concrétiser, et on voit bien d'ailleurs que l'euro a donc pris quand même une grosse branlée par rapport à l'or et s'est jamais remis de ça contre l'or en fait. À long terme, excusez-moi, le graphique est là, on voit bien que là c'est sur 40 ans, on voit bien que l'euro a quand même perdu de la valeur énormément contre le dollar et quand même un peu contre l'or également. Sachant que l'or a perdu beaucoup de valeur contre le dollar également, mais on voit bien que l'euro n'est jamais remonté, donc on voit bien depuis 6 ans, il n'y a plus personne sur la Terre qui mise sur une issue positive de l'euro, et donc on va vers un ajustement monétaire, et les ajustements monétaires, c'est la terreur dans notre inconscient collectif, c'est la terreur, ça fait très mal. C'est clair que ça élargit le trou du cul d'environ 20 cm, et les Allemands, ils sont fait complètement plumés de A à Z, ils ont tout perdu 2 fois en 20 ans, encore une fois. Donc, je vais faire un update là-dessus pour traiter cette notion de peur, et je vais faire un update sur les positions des épargnants en fonction de leur zone de vie et de la monnaie dans laquelle ils libellent leur épargne. Zone de vie est liée au salaire, au travail, au business, bon, au flux aux revenus. En fait, la zone de vie, c'est l'endroit où on dépense et on reçoit de l'argent. L'épargne, on peut le stocker dans une autre devise, c'est beaucoup plus facile. Et donc, quand on est en euros avec un salaire, une dépense de vie en euros et qu'on épargne en euros, il est clair que les supports à choisir n'ont rien à voir, et surtout pas l'or, quoi. Je maintiens surtout pas l'or.